L'entrepreneur, c'est celui qui se met en position de transgression. Romain Lefeur, professeur émérite à HEC Paris, bonjour. Je viens de citer la définition que donne Hélène Vérin de l'entrepreneur. C'est ça, sa définition? Oui, dans un ouvrage tout à fait remarquable qui s'appelle « Entrepreneur, entreprise, histoire d'une idée », où elle étudie la notion d'entreprise au XVIe et XVIIe siècle, elle montre que ce qui est au cœur de la notion d'entreprise, c'est effectivement d'agir d'une manière qui ne se fait pas. C'est-à-dire contre la tradition. Alors l'entreprise, c'est celui qui, au fond, est guidé par la fin et qui ajuste les moyens par rapport à cette fin. Et l'entreprise peut être amoureuse, militaire, etc. Et elle étudie ça de manière très fine et très complète. Et l'entrepreneur moderne, on voit bien avec Schumpeter, c'est l'innovateur. C'est celui qui, lui aussi, fait les choses d'une manière nouvelle. Bon, voilà. Et faire les choses. Alors, il se trouve que dans l'Ancien Régime, qui était fondé sur la tradition, l'entrepreneur était par définition illégitime. Bon, sauf autorisation. D'une certaine manière. Ce qui arrivait d'ailleurs dans la gestion de la construction des bateaux, ce que montrait bien Hélène Vérin. Le miracle, en quelque sorte, de la modernité, c'est d'avoir transformé l'entrepreneur, transgresseur, en fait la figure centrale de l'ordre social, et de l'ordre social et politique. Absolument. Et économique. Alors comment ce miracle a été fait? Grâce à la théorie du marché. C'est-à-dire d'avoir montré que chacun visant ses propres objectifs, de manière, grâce à l'équilibre du marché, de toutes les manières, à partir du moment où tous n'exercent aucun pouvoir sur les autres, eh bien on arrive à un équilibre qui est naturel et qui est donc positif. Donc ça, c'est. Et là, on pense à Adam Smith. C'est Adam Smith. C'est évidemment, c'est aussi la fable des abeilles. C'est le fait que c'est cette idée fondamentale qui fait de l'entrepreneur le cœur de l'ordre social. Donc, mais cette transgression ne peut être le cœur de l'ordre social que si les conditions de la concurrence pure et parfaite sont respectées. C'est-à-dire si l'entreprise est suffisamment petite pour que chacun, par son propre acte, ne puisse pas transformer les équilibres du marché. Donc, la valeur, la quantité et les prix offerts sur le marché. Ça, c'est la logique de base. Ça, c'est la logique de base. Évidemment, on comprend très bien que la relation au droit devient extrêmement complexe, parce qu'on a d'un côté un entrepreneur qui innove, on a de l'autre côté la science qui passe son temps à légitimer de nouvelles techniques, et donc on a toujours cette tension entre... Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que au cœur de la modernité, il y a la contradiction ou la tension entre les exigences de stabilité des institutions. Enfin, pour qu'une société puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des règles qui permettent aux gens de régler les conflits de manière convenable et de prévoir la résolution de ces conflits. Donc ces règles doivent être stables. Et en même temps, les principes sur lesquels, de raison rationnelle légale, sur lesquels sont fondées la modernité, est toute de dynamique et de transgression. Vous avez l'entrepreneur qui invente des choses nouvelles, mais qui doit rester suffisamment petit. Et effectivement, parallèlement, vous avez la science qui elle-même découvre des choses nouvelles, qu'on déplace les limites du connaissable, et pire, la technique qui déplace les limites du possible. Donc, on a un monde éminemment dynamique et mobile qui doit rester compatible avec un système institutionnel qui doit être fixe. Il est clair qu'à certains moments, on a une crise, et cette crise se manifeste à des moments précis, fin du 19e et après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que vous qualifiez de crise de système de légitimité. Voilà, parce que chaque moment stable des institutions peut être décrit de manière assez rigoureuse que par un système de symboles partagés qu'on peut appeler le système de légitimité. C'est une manière assez classique, en fait, de décrire une société. On la trouve chez Talcott Parsons, par exemple. Mais là, c'est formalisé de manière assez précise en montrant comment, avec la science, les sciences sociales, le droit, permettent de légitimer l'action de l'entreprise, l'action pragmatique. Et donc effectivement, ça fait système. Mais régulièrement, ce système est subverti
Bien sûr. par cette dynamique. Alors, tant qu'on peut garder le système, on le garde, parce que c'est trop précieux. Donc, évidemment, la réalité n'est pas la norme. Hein. La réalité, je dirais même que la définition même de la norme, c'est qu'elle est différente de la réalité. Bien sûr. La question, c'est qu'il faut que l'écart soit compatible. Bon, et il arrive qu'à la fin du 19e siècle, par exemple, aux États-Unis, les entreprises deviennent tellement grandes que plus personne ne peut dire qu'elles sont suffisamment petites. Et on peut basculer. Enfin, on pense évidemment au Too Big to Fail. Ça nous amène à 2007, la crise. Alors, voilà. Alors, on est typiquement là. à l'époque, il y a eu une période intermédiaire très, très importante, qui sont les lois antitrust. Donc, le droit intervient immédiatement à ce moment-là pour dire si je peux définir une taille d'entreprise compatible avec la concurrence, eh bien, ça va. Mais à ce moment-là, il faut un juge antitrust qui juge, etc. Et qui est donc un spécialiste de la taille. Donc, il a une théorie de la connaissance qui est partagée par tout le monde, etc. On peut montrer que c'est le positivisme et que ce positivisme qui marche aussi dans l'entreprise à travers le management scientifique, c'est le système de légitimité qui s'établit à ce moment-là. Ça va tenir jusque dans les années 45-60 où là, effectivement, les entreprises deviennent too big to fail. Alors, ça ne se manifeste pas immédiatement, même s'il y a un livre admirable de Thurman Arnold qui s'appelle « Le folklore du capitalisme », qui date de 1938. Thurman Arnold est un Américain typique, c'est-à-dire c'est un Américain qui croit au droit. Hein, on trouve ça de temps en temps. Alors il a été juge antitrust, et puis comme il a constaté que le droit n'était pas du tout conforme à ce qu'il devait être, il a écrit à Yale University Press cet ouvrage admirablement écrit pour montrer justement que ça n'a pas marché. Bon. Et donc, alors, on a une histoire des lois antitrust depuis, qui est une transformation d'ailleurs du critère. On est passé du critère de la taille à un critère de est-ce que c'est bénéfique ou non pour le consommateur. Bon, donc ces transformations qui ont des implications théoriques non négligeables, ça se passe à ce moment-là. Et maintenant, effectivement, en 2008, on est au bout du processus et où les entreprises sont tellement grandes qu'on ne sait plus quoi faire. Les Américains, face à Microsoft, n'osent pas le couper en morceaux. Ils ne savent pas si c'est bien ou pas bien, s'ils ne vont pas s'autodétruire. C'est plutôt les Européens qui ont moins de scrupules pour éventuellement les contrôler. Enfin, mais la question de l'antitrust devient majeure. Une grande entreprise ne peut plus faire une fusion, une absorption, une fusion, etc., sans passer devant une commission pour savoir s'ils sont trop grands ou pas trop grands. Et alors, on a la question de la taille et puis on a la question de la nouveauté aussi. On pense à Uber, par exemple, aujourd'hui, avec les taxis. On voit bien qu'il y a même ce problème de droit est omniprésent. Oui, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment... une application... Oui, actuellement, toutes sortes de choses sont possibles par la technique, et en particulier le fait que la technique systémique, une de ses caractéristiques majeures, qui rompt avec le positivisme, c'est qu'il n'y a plus de système fermé. C'est-à-dire qu'elle ne respecte plus les limites, ni les limites nationales, ni les limites organisationnelles, etc. Bon, ni les limites entre le public et le privé. Donc on a une remise en cause de toutes ces limites. Le droit a un mal de chien à suivre ça. D'ailleurs, le droit prétend lui-même devenir souple. L'idée de droit souple est évidemment une contradiction dans les termes, qui n'est pas sans rappeler les mondes molles de Salvador Dali. Donc tout ça est assez sérieux. Alors comment on vit ça c'est intéressant. Mais on voit bien que ça a un problème. Alors une des manières de le vivre, c'est de passer de la science à la rhétorique, c'est-à-dire à la persuasion, c'est-à-dire qu'il faut que chacun argumente. C'est la grande caractéristique actuelle, puisqu'il y a crise, effectivement, c'est-à-dire que toute action peut être contestée, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est qu'on ne peut plus simplement produire une action. Il faut en même temps un discours. Il faut en même temps penser au discours de légitimité qui sera utile au moment où on aura une objection. Ce discours ne sera pas parfait, mais il doit au moins, il construit. Donc la construction de ce discours de légitimité est l'élément central, un des éléments centraux du mode de fonctionnement d'une organisation, d'une entreprise ou d'une administration publique d'ailleurs, ou d'une organisation politique aujourd'hui. Pour traiter de la manière du comment on fait et des enjeux que cela pose. J'ai oublié de préciser que vous étiez professeur de marketing aussi à HEC Paris. Et des questions de rhétorique et des questions de jurisprudence que vous évoquez dans votre texte, dans l'ouvrage coordonné par Alain Soupio, L'entreprise dans un monde sans frontières. Je vais vous retrouver pour une troisième vidéo, pour évoquer notamment la question de la jurisprudence et le caractère très relatif de cette notion selon que l'on est en France ou aux États-Unis, par exemple. Romain Loeffler, merci de votre venue. Merci bien.